Alors, je vous propose qu'on commence. Bon, déjà, D'accord. bonjour à tous. Merci d'être là. Cette conférence en collaboration avec la Société Générale est le premier événement qui atteste de notre partenariat. Il faut savoir qu'avec la Société Générale, on a beaucoup de points communs. Tout d'abord, on a un but commun qui est d'aider les entreprises, qui est de les mettre en relation, qui est d'apprendre à les connaître pour mieux arriver à ces objectifs-là. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de créer ce partenariat avec la Société Générale. Et pour l'officialiser, on organise cette conférence donc à destination des chefs d'entreprise et des adhérents du SPN en particulier, qui est autour de la relation avec le banquier. Et pour ça, Robert Crépeau, donc, qui est président de TDLEC et qui était ancien trésorier du SPN, donc il s'y connaît bien en financier, en lien avec la banque, est là pour revenir sur son parcours d'entrepreneur avec cet angle plutôt financier, ce lien avec la banque qu'il a pu avoir. Et au fur et à mesure de sa présentation, Mathieu, Julie, Mayalène vont pouvoir intervenir pour vous donner quelques astuces, un peu d'explications sur ce que c'est vraiment le métier d'être banquier et la relation qu'il faut avoir avec son banquier, que ce soit les efforts à faire du côté de la banque, mais aussi du côté de l'entrepreneur, et pour avoir la meilleure relation possible et pour pouvoir s'entraider mutuellement avec la communication au cœur de cette aide. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser commencer. Hop. Donc, les intervenants, je vous les ai déjà présentés, Robert, Julie, Mathieu et Julien, qui malheureusement n'est pas là, et Mayalène, donc, qui interviendra aussi. Et donc, Robert, je te laisse la parole. Je te laisse commencer. Merci Rita. Oui, donc je suis Robert Crépeau, je suis le président de TDLEC et de TDLEC Even, puisqu'on a une filiale dans la partie événementielle. TDLEC a été créé en 1965 par mon beau-père et j'ai rejoint l'entreprise en 1984. Voilà, à l'époque, j'ai rejoint l'entreprise parce que l'entreprise était en difficulté. Puisque en fait, on avait des capitaux propres négatifs d'environ 50 000 euros. Alors, c'était en francs à l'époque, mais j'ai traduit en euros. Il y avait un prêt chef d'entreprise avec hypothèque sur la maison de mes parents, de mes grands-parents, des retards de paiement chez les fournisseurs, auprès de la DGI, auprès des organismes sociaux, et des comptes de résultats un petit peu déficitaires. Donc, alors, comment on est arrivé à cette situation? C'est tout simplement parce que TDLEC c'était énormément développé avec des agences, etc. Et bon, il y a eu on va dire, il y a eu le choc pétrolier de 76, il y a eu un certain nombre d'événements qui font que la société s'est retrouvée en assez grande difficulté. Donc, moi, je sortais juste d'un IUT de TechDeco, avec un an et demi d'expérience dans le commercial. Et donc, je suis venu rejoindre mes parents pour essayer de les sortir un petit peu de cette mauvaise passe. Et donc, la première étape, ça a été effectivement d'abord restaurer la trésorerie, puisque le premier problème, c'était un problème de trésorerie, c'était de pouvoir payer les gens, payer les fournisseurs, mais c'est également payer toutes les parties prenantes qui devraient être réglées. Pour ce faire, on a eu effectivement des relations un petit peu tendues avec la Société Générale, puisque la banque de l'entreprise, c'était la Société Générale à l'époque, puisque effectivement, on était quand même une entreprise à très fort risque de dépôt de bilan. Et donc de 84 à 87, c'était des prévisionnels d'activité mensuelle, parce qu'il y a l'activité. Donc, est-ce que l'activité est rentable? Est-ce qu'elle va dégager des profits à terme? Et puis du prévisionnel de trésorerie qui était hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, c'est un peu lourd, parce que puis en plus, il faut quand même lire un peu dans la boule de cristal, savoir si les clients vont réellement payer en temps et en heure, et si
parce que les fournisseurs, on peut les faire attendre une semaine, mais les clients, on ne sait pas toujours. Et donc, à l'époque, on n'avait qu'une seule banque. Et pour répartir les risques et essayer de retrouver un peu de souplesse financière, on a ouvert un deuxième compte au Crédit Lyonnais à l'époque. C'était l'époque tapis, hein, donc le Crédit Lyonnais prenait tout le monde. Donc, ça tombait bien. Et ça a permis d'avoir quelques lignes de crédit supplémentaires, la possibilité d'escompte supplémentaires, etc., et faire une répartition du risque entre la Société Générale, qui restait la banque principale à 80%, et le Crédit Lyonnais. On a mis en place à ce moment-là à peu près tous les outils de financement qui pouvaient exister à l'époque, hein, les escomptes de traite qui se pratiquaient beaucoup à cette époque, le DAI. Et puis j'ai fait le tour des fournisseurs pour négocier 30 jours de plus, pour négocier 60 jours de plus, pour négocier des délais de paiement plus longs, puisque la problématique, c'était vraiment une problématique de trésorerie, et donc il fallait impérativement pouvoir avoir un peu de souplesse sur cette partie-là. Donc le choix des fournisseurs à l'époque s'est fait quand même essentiellement sur cette capacité à nous accorder des délais de paiement un petit peu plus longs. Bien sûr, on a mis en place des relances clients plus fréquentes pour accélérer les règlements, des demandes d'acompte dès lors que c'était possible, parce qu'avec l'administration, c'est pas toujours évident, mais sur des entreprises privées, on y arrivait. Et puis négocier avec la DGI, négocier avec les URSSAF et compagnie, autant que faire se peut, parce que c'est pas toujours, enfin, ils sont pas très souples. Mais bon, on a réussi à traiter un certain nombre de choses. Et ensuite, on a essentiellement essayé de réduire le besoin en fonds de roulement. Alors, réduire le besoin en fonds de roulement, c'est effectivement allonger le crédit fournisseur, bien sûr. C'est un premier point. Mais quelquefois, c'est diminuer l'activité. Donc, on a, nous, volontairement diminué l'activité en se concentrant sur les produits à forte marge, hein, puisqu'en fait, il fallait qu'on ait une rentabilité et surtout qu'on ne consomme pas de cash, ou du moins un minimum de cash. Bon, bien sûr, après, c'est les outils de gestion habituels, réduction des frais au maximum, etc., etc. Mais on était vraiment dans un mode de gestion en mode pompier. On est plus là, on est au feu, et il n'y a pas vraiment de stratégie autre que essayer de sauver l'entreprise, mettre les extincteurs en route, et puis voilà. Cela a permis à un moment donné de passer le cap, d'abord d'avoir une petite rentabilité, donc de se retrouver avec des comptes de résultats positifs, et puis d'améliorer la relation avec la banque, parce qu'en fait, la banque se base bien sûr sur les chiffres de l'entreprise, sur ses projections, donc sur ses business plans, etc., mais se base aussi essentiellement, enfin énormément, sur la personnalité de l'interlocuteur. C'est très important, parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites un prévisionnel et où vous respectez votre prévisionnel, vous donnez confiance au banquier. Et donc ça, c'est un élément important qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que cette relation humaine est, à mon avis, primordiale et fondamentale. Donc du coup, la situation s'est un peu détendue au niveau relation avec la banque, et ça a permis de petit à petit ne plus faire des prévisionnels de trésorerie à la semaine, mais au mois. Puis ensuite, on a pu étaler un petit peu tout ça, donc moins de travail, donc on peut se concentrer un peu plus sur le business, parce que du coup, toute cette partie administrative, on arrive à la soulager un petit peu. Donc bien sûr, là, on est dans les années 84-87, donc les outils de financement, et notamment les de court terme, c'était les outils de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Julie ou quelqu'un va intervenir sur les outils qui existent aujourd'hui en termes de financement court terme, mais Merci Robert, on va abonder du coup sur votre présentation. Déjà,
moi, je voudrais rebondir dans un premier temps sur, déjà, j'ai noté quelques mots-clés, quelques phrases clés. Dans un premier temps, déjà, bravo, parce que sans aucun jugement, puisque c'est pas l'idée de cette intervention, mais en tout cas, votre arrivée chez TDLEC, elle a démarré assez fort, puisque du coup, c'est quand même, vous avez démarré par quelques difficultés de trésorerie, et c'est sur ça, sur quoi je voudrais rebondir du coup là tout de suite. C'est vrai qu'en fait, de par les difficultés de trésorerie et les difficultés que vous avez eues lors de votre arrivée, vous avez déjà ce dont vous avez parlé tout de suite, c'est finalement établir des prévisionnels et des suivis d'activité et des suivis de trésorerie. Alors ça, c'est clair que nous, en tant que partenaire bancaire, pour essayer d'apporter un effet miroir par rapport à ce que vous avez traversé, pour nous, c'est vrai que quelle que soit en fait finalement la situation de l'entreprise, qu'elle soit en difficulté, grande difficulté, ou même s'il n'y a pas forcément une tempête qui est traversée, ce qui est important, c'est clair, c'est qu'on ait de la visibilité sur l'activité à venir et notamment le prévisionnel de trésorerie, les besoins de trésorerie, si toutefois il doit y en avoir. Mais pour autant, je crois que ce qui prévaut d'abord, c'est clair, c'est les relations humaines. Ce que vous avez dit, et c'est super important, c'est que les relations humaines sont primordiales, que ce soit avec le banquier, parce que c'est clair que dès lors qu'on comprend de par les échanges et la communication que il y a des soucis et que du coup vous allez communiquer, ou nous on vous demande du coup d'avoir un peu plus de visibilité sur une période, peut-être au départ pas définie, mais d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'activité et le suivi de la trésorerie, pour nous c'est important déjà parce qu'on va comprendre ce que vous traversez. Parce que c'est clair que il y a les chiffres, oui, mais les échanges et la communication, finalement, c'est super important. Et puis après, nous, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à ce qu'on puisse comprendre en tant que partenaire bancaire, comprendre la difficulté et aussi, du coup, être embarqué aussi avec vous, forcément à un moindre degré, mais embarqué de par la communication, tant les échanges que finalement le prévisionnel d'activité, le prévisionnel de trésorerie, pour pouvoir vous aider et vous accompagner et essayer de trouver une solution ensemble pour traverser cette période-là. Et effectivement, je vous rejoins, il y a des solutions pour répondre aux besoins de trésorerie court terme. Et là, pour le coup, du coup, je vais laisser la main à Mathieu. Oui, effectivement. Il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces solutions, en fait, dépendent de chaque entreprise. Parce que ce sont des solutions sur mesure qui dépendent du cycle d'exploitation de chaque entreprise et qui dépendent de la nature du besoin en fonds de roulement. On peut avoir des entreprises qui ont besoin de stock pour fonctionner. Et donc là, dans ces cas-là, on va se focaliser plus sur le financement du stock. On va avoir des entreprises qui ont des délais d'encaissement clients qui sont longs parce que leurs clients payent à 60-90 jours et on va avoir des entreprises qui vont avoir des problématiques auprès de leurs fournisseurs parce qu'elles vont par exemple devoir payer leurs fournisseurs très rapidement au cul du camion par exemple, ou alors elles vont avoir des délais de paiement fournisseurs. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, ça va être des solutions adaptées au cycle d'exploitation de chaque entreprise. Et donc, dans ces solutions, on va retrouver des solutions très classiques qui peuvent être des solutions d'autorisation de découvert. Donc, dans ces cas-là, l'autorisation de découvert est plus adaptée pour les règlements courants de l'entreprise. On va avoir des solutions de billets de trésorerie qui sont des solutions, dans ces cas-là, plus adaptées pour le financement de stock, par exemple, puisque les billets de trésorerie vont avoir des délais calés par le chef d'entreprise de 1, 2, 3 mois, 4 mois. Ces billets de trésorerie sont aussi adaptés à des entreprises qui ont une activité cyclique et qui ont des besoins qui peuvent être parfois ponctuels durant l'année. On va après aussi trouver des solutions dont M. Crépeau a parlé d'escompte. Donc ça, c'est valable
si les règlements clients se font via des traites. Si les règlements clients ne sont pas par traite, ben, la ligne d'escompte n'est pas possible. Il va y avoir après des solutions d'affacturage ou de DAI. Ce sont des solutions qui permettent de céder en fait la créance et donc de se faire, de mobiliser tout de suite l'encaissement du client. Donc voilà, il existe en fait plusieurs solutions. Donc c'est difficile d'en faire une liste exhaustive, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'ensemble de ces solutions découle finalement du prévisionnel de trésorerie et du cycle d'exploitation de l'entreprise. Et ces solutions, en fait, elles peuvent être trouvées en discussion entre le chef d'entreprise et le banquier. D'où l'intérêt, comme le disait M. Crépeau, de préparer vraiment ces prévisionnels de trésorerie pour que le banquier ait l'ensemble des éléments pour permettre et proposer les solutions adaptées. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur du sujet. Finalement, on en revient toujours sur ce point de communication, de transparence, finalement, entre le banquier et le chef d'entreprise, parce que tout le monde a intérêt que l'entreprise n'ait pas de problématique de trésorerie et que tout se passe bien. Récemment, compte tenu de la conjoncture sanitaire qu'on a connue, on a un nouvel outil qui a été mis en place très rapidement par l'État. Voilà, d'expérience, c'est vrai que c'est quelque chose qui est entre guillemets du jamais vu et qui a été mis en place dans des temps records. Chaque établissement bancaire a vraiment aussi joué le jeu sur la mise en place de ce prêt garanti par l'État. Il est encore d'actualité puisqu'il peut encore être demandé jusqu'au 31 décembre 2022, donc jusqu'à la fin de l'année. Les critères sont les mêmes, toujours 25% du chiffre d'affaires 2019 réalisé par l'entreprise. Et les modalités de remboursement donc sont au maximum sur 5 ans, avec, si l'entreprise le souhaite, un différé de 1 an de remboursement. Ça a été vraiment une solution exceptionnelle, ça a été utilisé en masse par les entreprises et effectivement, donc, les solutions dont je parlais précédemment étaient des solutions liées à un cycle d'exploitation normal de l'entreprise. Là, effectivement, on a été sur un cycle exceptionnel. Et donc, il y a eu cette solution exceptionnelle pour permettre aux entreprises de passer le cap. Donc voilà, ça renforce le fait de dire qu'à chaque situation, que ça soit une situation interne à l'entreprise ou une situation externe à l'entreprise, il y a des solutions. Le tout, c'est d'en parler, c'est de communiquer et c'est de savoir où on va. Donc, c'est vrai que finalement, pour terminer du coup cette première partie qui est finalement restaurer la trésorerie ou arriver à la restaurer, l'idée c'est d'arriver entre le partenaire bancaire et les clients et nos clients, c'est d'arriver à mieux se connaître comme il est écrit pour mieux se comprendre et pouvoir être mieux accompagné. Alors pour mieux se comprendre, c'est vrai que nous on avait à cœur aujourd'hui de partager un petit peu nos contraintes parce que c'est vrai qu'au-delà du financement et des solutions qu'on peut apporter, nous de l'autre côté, en fait, on a des contraintes aussi où on a des critères d'analyse que l'on doit avoir obligatoirement pour pouvoir aussi répondre aussi à nos clients. Et ce critère d'analyse notamment, c'est la notation. Donc c'est vrai qu'à l'appui des éléments financiers d'une part, mais également des informations qu'on peut avoir sur d'actualité sur le client, mais aussi sur son secteur d'activité et sur la structuration de l'entreprise. En fait, on note en fait nos clients.
Et ce critère, en fait, cette notation est hyper importante pour nous, puisque nous en tant qu'établissement bancaire, on a cette obligation-là. Un petit peu pour un effet miroir, vous pensez aux notations peut-être Banque de France. Nous, en interne, on doit noter nos structures. Ça peut être un côté ou un caractère un peu péjoratif comme ça, mais non, en fait, c'est une obligation de notre part de pouvoir la noter et pour pouvoir la positionner aussi dans son ensemble. Donc, c'est une fois qu'on a noté à l'appui de tous les critères que je vous ai dit au départ, en fait, ça nous permet en fait d'apporter, en fonction de la notation, un degré de risque. Et c'est aussi cette notation aussi qui nous permet de pouvoir faire proposer un taux, ou en tout cas de calculer le taux de financement, que ce soit sur un financement court terme, mais également sur un financement moyen-long terme, du coup, les demandes que l'on peut avoir. Voilà, donc ça, c'était important aussi, puisque pour nous, ça fait partie, c'est une étape, en fait, qui est fondamentale et obligatoire, que quelle que soit finalement la problématique de notre client, qu'elle soit en difficulté, en bonne santé ou qu'il n'y ait pas de problématique tout court, on a l'obligation de noter aussi pour pouvoir après, il y a une notion en interne de calcul de fonds propres. Du coup, donc, c'est une obligation de notre part et c'est vrai que on s'est rendu compte en préparant la conférence que au final, et c'est aussi grâce à Robert du coup qu'on en parle aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, ça peut être une contrainte aussi, c'est une obligation, mais on avait à cœur aussi de la partager pour pouvoir apporter un peu plus de transparence aussi dans notre fonctionnement et dans notre mode de calcul, que ce soit de taux ou que ce soit d'évaluation du besoin aussi de trésorerie. Voilà, ce qui clôture la première partie pour Robert. Juste pour compléter, sur cette notation, il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en compte en fait dans la composition de cette notation. Donc, il y a les caractéristiques, les notations externes, donc les notations Banque de France et l'IPRO. Il va y avoir aussi l'analyse des éléments bilanciels de l'entreprise. C'est pour ça que souvent, cette notation, on la lance une fois qu'on a reçu les éléments de bilan à la clôture, une fois qu'on a fait notre entretien annuel. Elle peut après être revue en fonction des éléments nouveaux qui peuvent intervenir courant de l'année. Elle se base après aussi sur le fonctionnement de compte et sur l'ensemble de notre connaissance de l'entreprise, des éléments que le chef d'entreprise peut nous indiquer, des explications qu'il peut nous donner sur ce qui s'est passé sur l'année écoulée, mais aussi des perspectives. Voilà, des gros marchés qui ont été captés, voilà, tous ces éléments qui peuvent influer soit sur la rentabilité de l'entreprise, soit sur la structure financière. Donc, cette notation, en fait, tient compte de tous ces éléments-là. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que chaque année, quand je transmets mon bilan compte de résultats à la banque notamment, ou à la Banque de France d'ailleurs, je fais toujours depuis maintenant 37 ans, je fais un petit commentaire sur les chiffres de l'année écoulée, pourquoi, comment, etc. Et expliquer aussi des écarts, parce que les chiffres, ça rentre dans une machine, hein, ça rentre dans un ordinateur, ça sort des stats, ça sort des ratios, et ça vous met une note. Enfin, après, on y retouche à la main éventuellement, mais bon, il y a des choses qui sont quand même assez extraordinaires. Dans la situation actuelle de TDLEC, on a de la trésorerie, donc on paye les fournisseurs comptant avec escompte. Donc on a, on va dire, environ 20 000 euros de résultats financiers positifs. Et la Banque de France dit, votre crédit fournisseur il est bas, vous payez très rapidement, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, pour eux, à partir du moment où vous payez les fournisseurs très rapidement, c'est la machine dit, il doit y avoir un problème. Voilà. Donc, il y a les analyses de chiffres et il faut donner un éclairage de ces analyses de chiffres. Sinon, on rentre dans un système tout automatisé où, en fait, on peut avoir quelque part être pénalisé par une note alors qu'il n'y a aucune raison d'être pénalisé par cette note, au contraire. Donc ça, c'est très important aussi d'expliquer. Et effectivement, comme disait Mathieu, de se projeter, parce que nous, on clôture notre bilan, on va dire pour TDLEC en juin. Donc, on a notre bilan en octobre.
Donc déjà, on a la période juillet, août, septembre, octobre, et on sait déjà pratiquement ce qu'on va faire novembre, décembre. Donc on a une visibilité sur quand même les 6 premiers mois de l'exercice. Donc on peut se projeter quand même assez raisonnablement sur un résultat prévisionnel de type business plan pour l'année qui vient. Pour l'année en cours, pardon, et auquel cas, bon, on donne la tendance aux parties prenantes, Banque de France, banque, éventuellement fournisseurs parfois, parce qu'il y a des fournisseurs, nous, dans certains dossiers, qui nous demandent également nos bilans et nos prévisionnels. Donc, ça permet d'être hyper transparent à ce niveau-là. Je voulais rebondir aussi sur le PGE, parce que la particularité du PGE parce qu'il y a souvent des entreprises qui souhaitent financer leur exploitation, hein, leur fonds de roulement. Normalement, une banque, elle prête à moyen et long terme uniquement sur des investissements et des projets d'investissement. Et le PGE, c'est pratiquement le seul prêt que je connaisse qui finance de l'exploitation, ce qui est assez extraordinaire. Donc voilà. Bon, nous, on n'en a pas eu besoin, mais je trouve que ça a été une très très bonne démarche de la part de l'État à ce niveau-là par rapport à l'événement Covid qui est arrivé. Donc après cette partie, alors bon, la première partie, effectivement, c'était le redressement de l'entreprise. Une fois qu'on a attaqué ça, faut développer l'entreprise en faisant attention. Parce que le développement de l'entreprise, ça peut être un développement de chiffre d'affaires. Un développement de chiffre d'affaires, ça peut être un développement du besoin en fonds de roulement. Donc, quand on sort d'une situation de trésorerie un peu délicate, on fait un petit peu attention, à ce qu'on fait et comment on va le faire. Donc d'abord, on a, comme ça allait mieux, on a commencé à re-regarder les conditions bancaires, négocier les conditions bancaires, etc. Puisque vous pouvez négocier, vous pouvez demander et négocier effectivement les différents frais bancaires, que ce soit les frais de découvert, qui sont souvent basés sur un Euribor plus quelque chose ou sur d'autres paramètres. Évidemment, ces conditions bancaires vont évoluer avec la notation de l'entreprise, comme expliquaient Mathieu et Julie. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à rebrosser un peu ça, à renégocier, à revoir un peu aussi, dans la mesure du possible, cette partie-là. Petit à petit, le développement de l'entreprise, donc c'est des recrutements de salariés. Donc c'est toujours des périodes où, quand vous recrutez un salarié, quand vous êtes une petite entreprise, vous étiez 3-4, vous passez à 5, vous augmentez la masse salariale en gros de 20 à 25%. Donc forcément, ça fait des trous dans l'exploitation et tout ça, c'est anticipé et à expliquer également. Mais bon, on développe l'entreprise, on commence à être un peu plus à l'aise financièrement, donc on peut faire des prêts moyen long terme, on peut mettre en place des différentes choses et on va dire c'est les années 90 pour nous. Dans les années 90, on est passé de 4 à 10 salariés, mais également on a arrêté le Crédit Lyonnais parce que c'est plus facile je trouve, de gérer qu'une seule banque que de gérer deux banques, hein, parce qu'en fait, quand on a deux banques, il y a des clients qui vont payer sur une banque, d'autres clients qui vont payer sur l'autre banque, on a des fournisseurs qu'on va payer sur une banque, d'autres fournisseurs sur une autre banque. Enfin, c'est pas toujours très simple. Après, on fait des transferts de banque à banque. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, à partir du moment où il y a moins besoin dans des petites structures, j'entends bien sûr sur des grosses structures, il faut des poules bancaires, c'est une évidence, mais je pense qu'on s'adresse plus là à des plus petites structures. Nous, on n'est qu'une vingtaine, donc on est quand même encore des petites PME. C'est plus simple en général, à partir du moment où ça se passe bien avec la banque, d'avoir qu'un seul partenaire bancaire. Ce qui se passe également, c'est que moi, j'ai adhéré à ce moment-là, dans les fin des années 80, j'ai adhéré au DCF, un dirigeant commerciaux de France, pour avoir aussi du partage d'expérience avec d'autres chefs d'entreprise, pour avoir des retours. Il ne faut surtout pas s'isoler, il faut essayer d'aller vers d'autres personnes qui vont donner des avis, qui vont donner des conseils, qui vont quelquefois ouvrir des portes commercialement, hein, parce qu'on va rentrer chez un nouveau client, etc. Et je pense que ça, c'est extrêmement important.
Et donc, j'ai adhéré au DCF fin des années 80. Et j'ai arrêté les DCF quand j'ai pris la présidence du SPN quelques années plus tard. Et donc, parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mais voilà, c'est très, très important de se mettre en réseau, que ce soit des réseaux professionnels, c'est-à-dire dans notre métier, avec des confrères sur des réunions parisiennes, sur des réunions nationales, voire sur des salons internationaux, etc., où on échange aussi sur nos métiers. Mais également dans l'écosystème local sur des associations de chefs d'entreprise. Alors ça peut être effectivement, ça peut être le MEDEF, ça peut être la CGPME, ça peut être les DCF, ça peut être des clubs d'entrepreneurs. Enfin, il y a plein d'associations qui existent qui permettent d'échanger. Après, voilà, c'est plus suivant comment on est et ce qu'on a envie de faire et des relations qu'on peut avoir qu'on va adhérer à certains clubs d'entreprise, mais c'est extrêmement important parce que ça permet d'éviter de s'isoler. Hein, c'est pour moi essentiel. Donc ensuite, bon, ça c'est le développement de l'entreprise. Donc on reste, on est une dizaine de personnes. Et de 2000 à 2014, on fait plutôt un renforcement, vraiment un renforcement du développement de l'entreprise, où on passe un cap en 2002 en construisant un nouveau bâtiment à Niort qui marque un peu le renouveau de l'entreprise. On développe l'activité location-prestation. Ce nouveau bâtiment à Niort qu'on construit, en fait, on fait un prêt Société Générale Crédit Agricole parce que j'étais à titre personnel à l'époque au Crédit Agricole. Donc, au travers d'une SCI, on fait, il y a 2 organismes bancaires qui financent cette SCI. Voilà. Donc, et ce nouveau bâtiment, c'est vraiment, on a hésité parce que c'est quand même beaucoup d'argent et puis le loyer augmentait, donc les charges augmentent et on se demande toujours si c'est une bonne idée. Et en fait, on a eu vraiment un développement suite à cet investissement dans ce nouveau bâtiment qui a été très, très important et qui a vraiment été un déclic au niveau de l'entreprise. Donc là, forcément, comme on est en développement, on élargit la palette de produits, la palette de compétences, on recrute des gens plus dans la partie informatique alors qu'on était plutôt dans la partie audiovisuelle et qu'on sent qu'on va passer de plus en plus sur du numérique. Et on arrive comme ça à renforcer les fonds propres puisqu'on a une rentabilité. Et donc, voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, en 2004, on rachète une entreprise Poitevin qui est concurrente. On travaillait beaucoup sur Poitiers, mais on faisait des déplacements de techniciens de Niort à Poitiers, de commerciaux de Niort à Poitiers, etc. Et donc, on souhaitait, comme c'était, il y avait un peu après, on est en veille, hein, donc il y avait un peu une fin de cycle avec des chefs d'entreprise qui devaient partir à la retraite. Et donc, on profite de l'occasion pour racheter une entreprise sur Poitiers qui s'appelait Videovox, de manière à avoir un pied-à-terre à Poitiers. Même si c'est pas très loin de Niort, on aime bien avoir des gens locaux. On travaille beaucoup, nous, avec des entreprises privées assez importantes ou avec des administrations. Et quand vous avez, on va dire, une panne dans une salle de conseil d'administration, par exemple, ou dans un amphithéâtre de l'université, souvent c'est assez urgent, il faut intervenir assez urgemment. Et donc, la proximité est un atout essentiel. Donc là, le financement de ce rachat se fait avec un prêt Société Générale, tout simplement, hein, avec un business plan. Et pour l'anecdote, Videovox a une autre banque que je ne citerai pas, qu'on sollicite pour le redressement de l'entreprise, qu'on a racheté Videovox, mais ça devient une filiale. D'accord ? Donc elle est indépendante. Donc on ne souhaite pas l'intégrer directement dans TDLEC. Et donc on fait un business plan. Bon, moi je fais un business plan. Voilà, première année, on va perdre, je dis 12 000 euros. La deuxième année, on va en perdre 6 000. La troisième année, on va être à l'équilibre. Donc, et je demande un crédit de, je sais pas, 30 000 ou 50 000 euros
pour lisser ces déficits. Et là, la Banque Populaire, en l'occurrence, merde, je l'ai dit, dit bah non, on peut pas financer des business plans négatifs. Donc, c'est là où je suis, c'est là où on a voilà, un problème avec une relation bancaire. C'est vrai qu'ils ne me connaissent pas. Donc, ils ne me connaissent pas. Néanmoins, Videovox était une filiale de TDLEC. Ils avaient les comptes de TDLEC. TDLEC avait une situation financière très saine. Et donc, j'étais quand même un petit peu surpris par le fait qu'il refuse le financement, alors que la Société Générale m'avait dit il n'y a pas de problème si vous ouvrez un compte et on vous finance. Donc, du coup, on a fait le financement avec la Société Générale et on a fermé le compte à la Banque Populaire. Voilà. Donc, et là, on a effectivement, je pense que j'en veux pas à la Banque Populaire, hein, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne me connaissent pas. La notation de l'entreprise n'était pas très très bonne non plus. Donc, il y a ce relationnel qui n'existe pas, et donc c'est plus difficile. Le dossier est plus difficile à défendre. Au niveau de sa direction, le conseiller avait forcément plus de contraintes que ne pouvait l'avoir mon conseiller Société Générale. Mais ça montre quand même la problématique que l'on peut avoir dans une relation parce qu'il y a des éléments, il y a des notations d'entreprise, etc. Il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont importants. Donc voilà. Ensuite, en 2008, on a fusionné Videovox avec TDLEC. On a fait une fusion d'entreprise parce que c'était une décision stratégique en se disant avoir deux entités, deux enseignes, etc. pour faire le même métier. Finalement, on a décidé de faire une agence à Poitiers, TDLEC, agence de Poitiers. Donc, on fait une fusion. On développe l'activité location-prestation à Poitiers, qui était une activité qui était assez faible. Hein. C'était un équivalent de un quart ETP, donc c'était assez faible. Aujourd'hui, ils sont 2 ETP sur Poitiers. Et on crée en 2014 une filiale, TDLEC Event, qui donc va s'occuper de tout ce qui est location-prestation, qui était une activité qui était hébergée, on va dire, dans l'activité de TDLEC, de manière globale. On faisait de la vente, de l'installation et de la location. Et là, du coup, TDLEC se concentre sur la vente, installation, maintenance, et TDLEC Event sur la partie location-prestation. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, etc. Mais c'est parce que stratégiquement, pour développer l'activité location-prestation, il fallait créer une structure. On a 2 activités qui sont totalement différentes. Une activité location-prestation qui nécessite beaucoup d'investissement, alors que l'activité vente nécessite peu d'investissement, mais par contre, du financement de stock, ce dont parlait Mathieu tout à l'heure, du financement de stock, du financement de crédit fournisseur éventuellement, etc. Alors qu'en location-prestation, on n'a pas de fournisseur, quasi. On n'a que du crédit client qui est relativement court parce qu'on est sur de la prestation et donc on arrive à avoir des conditions de paiement relativement courtes. Mais par contre, on a beaucoup d'investissements qui sont à financer. Donc voilà. Du coup, en 2018, on a construit un nouveau bâtiment avec une nouvelle SCI pour des raisons fiscales. Hein, je ne rentrerai pas dans le détail, ça là aussi. Et là, par contre, on a sollicité la Société Générale qui a financé 100% du projet de la SCI. Voilà. Et puis, dernière étape, mais peut-être que vous allez prendre la parole avant, on parlera de la cession de l'entreprise, que maintenant, j'arrive à un âge où je vais céder l'entreprise. Voilà. Merci pour d'avoir synthétisé du coup cette deuxième étape qui a été quand même le développement et le renforcement de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est quand même une étape qui est lourde de sens aussi pour TDLEC et qui a été un vrai tournant. Donc c'est vrai que pour apporter justement encore une fois un effet miroir sur la vision partenaire bancaire, qu'est-ce que peut faire, c'est vrai, pour revenir un petit peu aux éléments et aux apports fondamentaux d'un partenaire bancaire, à quel moment un partenaire bancaire, une banque peut intervenir dans le développement de l'entreprise. Donc, c'est vrai que sur
déjà sur la partie financement des investissements, comme vous l'évoquiez, nous, c'est vrai qu'en tant que banquier, on peut intervenir déjà sur tous les besoins qui vont relever à peu près du moyen terme, que ce soit du financement de matériel, que ce soit le financement de véhicules, que ce soit aussi des fois, alors là, plutôt sur du court terme, où vous parliez de renforcement de fonds de roulement, ou en sortant de la partie besoin de court terme aussi, il y a aussi des solutions, mais plutôt sur du 3 ans, effectivement, sur du renforcement de fonds de roulement, mais ça, c'est autre chose. Pour autant, sur la partie financement d'investissement, c'est vrai qu'on a la capacité de pouvoir répondre, en fait, à nos clients, tant sur la partie financement, du coup, de matériel, tout simplement via un prêt classique, un prêt amortissable. Donc, on a deux grandes solutions qui sont ici relevées. C'est la partie financement classique. On prend une enveloppe de départ, on l'amortit avec accord avec le client sur 3, 5, voire 7 ans, puisque c'est vrai que sur ce type d'investissement, on va généralement jusqu'à 7 ans. Mais il y a aussi sur ce type d'investissement, quand on a besoin de financer du matériel, on a l'usage aussi de proposer du crédit bail. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu, de par nos expériences, je pense à tous, c'est un petit peu regardé un peu de travers, ou en tout cas, c'est pas forcément appréhendé de la même façon qu'un crédit amortissable classique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on pousse énormément, mais surtout ne pas être fermé effectivement aux propositions qu'on peut faire nous en crédit bail classique. Et effectivement, on répond de toute façon, on est capable de répondre aux besoins soit en crédit bail amortissable, soit en crédit amortissable, pardon, soit en crédit bail. Il y a aussi une autre possibilité, notamment sur le financement de la mobilité, notamment les véhicules ou tout autre véhicule roulant, c'est le LOA, la LOA, pardon, la location avec option d'achat, ou alors la LLD, donc la location de longue durée. Tout ça, effectivement, nous, quand on identifie un besoin ou quand le client nous exprime un besoin, on a ce devoir de conseil aussi, d'être force de proposition en proposant plusieurs solutions. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais pousser aussi comme première intervention pour rebondir donc sur cette étape-là. On a aussi là aujourd'hui de plus en plus d'offres qui sont ouvertes, notamment sur les prêts verts ou les prêts environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est quand même une nouveauté aussi pour les établissements bancaires. On doit apporter aussi cette sensibilité sur ce type de financement pour pouvoir aussi, en fonction du type de besoin à financer, pouvoir le qualifier et pourquoi pas le qualifier dans le prêt environnemental et social. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un peu plus poussé, mais j'avais à cœur aussi de le présenter aujourd'hui parce que c'est vrai que ce sont des nouveautés dans les établissements bancaires. Beaucoup d'établissements bancaires le proposent, mais c'est quelque chose qui est relativement récent. Voilà. Ça, c'était pour la partie financement d'investissement plutôt matériel et véhicule. Après, il y a la partie financement immobilier. Et là, je passe la main. Oui, en effet, Robert l'a dit. Et il a été par 2 fois dans sa stratégie de développement amené à faire des acquisitions ou des constructions immobilières. Ces constructions ou ces financements immobiliers peuvent se faire soit en direct par la structure d'exploitation qui achète un local déjà existant ou qui est amené à acheter un terrain et faire une construction. Donc, soit en direct, soit par le biais d'une SCI. Sur ce deuxième point-là, il peut avoir... Alors, Robert l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises, c'est important d'aller vers d'autres, vers ses pairs, obtenir du conseil. Bien évidemment, cette partie-là de financement immobilier, elle doit s'accompagner et être accompagnée par le comptable pour pouvoir voir quelles seront dans les structures possibles, je vais y revenir ensuite, la solution la plus optimale. Donc, l'investissement immobilier, il peut se faire donc soit par la société d'exploitation en direct, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'elle peut se faire via une SCI. Cette SCI, elle va présenter, ou ce montage, il va présenter plusieurs avantages, je le pense. À la fois, il permet d'externaliser au final la charge, puisque c'est la SCI qui va porter toute la partie échéance de prêt, et puis la structure d'exploitation
va payer son loyer comme habituellement, comme elle le ferait en tant que locataire d'un bien dont le propriétaire est un tiers. Et puis, elle permet, quand on l'englobe dans une stratégie patrimoniale, elle va permettre au chef d'entreprise de se constituer quand même un patrimoine, d'y intégrer ses proches, qu'ils soient enfants ou conjoints, mais vraiment dans une optique constitution de patrimoine. Et là aussi, ça ne peut pas se faire sans l'intervention et l'aide du comptable, mais aussi sans la vision banquier, CGPI, s'il y a besoin, de façon vraiment à avoir une vision d'ensemble, puisque on est vraiment sur une question de transmission, de protection des proches, de fiscalité, puisque évidemment cette SCI, elle va pouvoir être sur des structures un peu plus petites, peut-être une SCI soumise à l'IR, ce qui a peu d'intérêt, ou une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Voilà, là on aura là-dessus plusieurs, il va y avoir plusieurs choses qui vont découler de cette structuration. Et puis, si on regarde encore un petit peu plus loin, et après, comme ça, je pourrais repasser la main à Robert sur la suite, si on est dans une optique de cession de l'entreprise, le fait d'avoir dissocié la partie structure d'exploitation et immobilier peut permettre dans certains cas de faciliter cette cession, puisque si on cède en même temps l'exploitation et l'immobilier, on peut avoir des tickets qui vont être un peu plus importants, alors que si on dissocie, si on a deux structures, une sur l'exploitation, une sur l'immobilier, on peut dissocier et céder l'une avant l'autre, et surtout, pour le chef d'entreprise, ça peut lui permettre de conserver l'immobilier, de conserver un revenu complémentaire dans une optique de retraite. Voilà. Et donc, on a là-dedans beaucoup de choses qui s'enchaînent, qui s'entremêlent. Et il faut là-dessus, je repasserai sur ce point-là la main à Robert Crépeau. C'est extrêmement important de se projeter, c'est le terme que vous avez employé, et d'anticiper pour pouvoir vraiment avoir une vision et à moyen terme et pouvoir faire les choses les plus sereinement possible. Robert, vous êtes donc dans cette phase-là de cession de votre entreprise. Alors exactement. Alors la cession de l'entreprise, donc moi j'en parle depuis, puisqu'on sait, on a la certitude d'avoir un certain âge à une certaine date, hein. Donc j'en parle depuis un certain temps à mes équipes en disant de toute manière à un moment donné je serai plus là. Donc est-ce que ça intéresse des gens ou est-ce que ça intéresse personne? Et puis à ce moment-là, je trouve un partenaire extérieur. Et donc j'ai 2 salariés qui ont montré un intérêt pour reprendre l'entreprise. Donc du coup, on avait attaqué ça fin 2019, début 2020. Il paraît qu'il y a un virus qui est arrivé. Donc les business plans que j'avais fait en février 2020, autant vous dire que je pouvais toujours les présenter à la banque ou à des partenaires financiers ou à des BPI et compagnie. C'était pas forcément très très crédible, on va dire. Donc du coup, on a reporté à 2021. En fait, donc un an après, donc en juin 2021, on a relancé la mécanique. C'est un petit peu long, hein, un petit peu long parce que les avocats sont surchargés, etc. Enfin, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, puisque là, on a signé le compromis, mais on n'a toujours pas signé l'acte définitif. Donc, on a l'accord de la Société Générale de la BPI suite au compromis qu'on a envoyé en fin d'année. Et donc, on pense que le closing va se faire, on va dire en mars, avec un peu de chance. Donc voilà. Avant de céder, en fait, on s'entoure, bien sûr, l'expert comptable qui fait des analyses, qui valide des business plans, etc., etc. Mais également la banque, parce que derrière, vous allez céder à ce qu'il y a, alors, la banque, l'avocat, etc., avocat fiscaliste, pour savoir si jamais il y a des montages en fonction de vos souhaits une fois à la retraite, s'il y a des montages à faire au préalable. Donc, de toute manière, ça, il faut commencer à se renseigner 4-5 ans avant la cession
parce qu'il y a parfois, suivant ce que l'on veut faire après, il y a parfois des structures à monter quelques années avant la cession de manière à bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Voilà, donc ça, on a une vision. La Société Générale m'a accompagné en me donnant des conseils, en me donnant son avis, etc., etc. Mais bien sûr, l'expert comptable, et bien sûr, l'avocat, et bien sûr, d'autres personnes qui ont cédé leur entreprise que j'ai rencontrées et qui m'ont donné des conseils aussi. Donc là, c'est toujours important d'échanger, important de discuter et de chercher des conseils. Alors après, on prend pas, hein, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça permet d'avoir une ouverture un peu globale et de manière à prendre, on va dire, la meilleure décision possible en toute connaissance de cause et au moins avoir fait un choix. Donc ça, c'est extrêmement important. On revient sur ne pas s'isoler, ne pas se renfermer sur soi. Il faut vraiment aller chercher des infos. Et la plupart du temps, on a affaire à des gens, enfin d'abord des professionnels, et puis des gens qui sont très pertinents dans leurs réponses et qui donnent des éclairages un peu différents, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choses qui sont fondamentales après pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire les choses comme il faut. Donc ça, c'est pour moi important. Et donc finalement, les repreneurs, donc mes 2 salariés, ont monté une holding. Là, elle est montée et ont sollicité des financements qui sont des financements Société Générale BPI. Donc voilà, et ça suit et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie session et donc normalement, le closing bientôt et puis j'accompagne jusqu'à la fin 2022 puisque je prends ma retraite au 1er janvier 2023. Je serai en grande vacances. Voilà. Merci Robert. Je crois qu'effectivement, ça a été très bien décrit, puisque les deux points essentiels dans le cadre d'une session d'entreprise, en tout cas nous en tant que banquier, on s'en rend vraiment compte, c'est anticiper. Donc anticiper ça plusieurs années en avant, que ça soit une session interne ou une session externe. Donc interne à des collaborateurs ou externe à des personnes ou des entreprises tiers. Et l'autre point clé, c'est s'entourer. C'est bien s'entourer, commencer à échanger effectivement avec votre avocat d'affaires, votre avocat fiscaliste, votre expert comptable pour la valorisation de la société, la valorisation des parts. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Donc, c'est s'entourer aussi d'un ingénieur patrimonial ou d'un conseiller en gestion de patrimoine pour la partie là qui est un peu plus personnelle. C'est échanger avec son banquier sur, en termes de montage, ce qu'il est possible de faire et possible d'obtenir. Donc voilà, il y a vraiment une grosse phase de préparation, d'échange avec les différents partenaires. Et effectivement, ça nécessite de s'y prendre vraiment en amont. Et une fois que ces échanges ont eu lieu, il y a plusieurs montages qui peuvent être faits. Ça peut être des montages assez classiques pour des structures un peu plus petites telles que la vente d'un fonds de commerce, tout simplement, ou ça peut être des montages un peu plus structurés. Le terme de LBO a été prononcé. Donc, LBO, c'est un terme anglais qui veut dire Leverage Buyout. Et en fait, c'est un terme anglais, mais c'est tout simple. C'est finalement la structure qui va acheter, qui va faire un prêt. Et ce prêt-là va être remboursé par les dividendes que la société d'exploitation va verser. Voilà. Et donc, le dossier va être étudié sur ces bases-là, va être étudié sur la capacité de la société d'exploitation à pouvoir remonter ses dividendes à la société mère, qu'on va appeler holding, pour que cette société mère puisse rembourser le prêt d'achat de parts.
Et donc, ça va aussi être mis en perspective avec la rentabilité de la société d'exploitation pour que celle-ci puisse continuer à se développer, à réaliser des investissements d'acquisition de matériel, de travaux d'aménagement, etc. Donc voilà, le mot d'ordre vraiment sur cette partie-là, c'est vraiment bien s'entourer, bien anticiper et avoir un montage financier plutôt prudent pour que la société d'exploitation ne soit pas, on va dire, obligée de remonter des dividendes trop importants et donc du coup pénaliser et être ensuite pénalisée du coup dans son exploitation et dans son développement. Donc voilà un petit peu les points on va dire sensibles sur ces dossiers-là. Tout à fait. Voilà du coup ce que je pouvais rajouter. Merci, je crois que ça vient clôturer en tout cas l'abondement un petit peu la vision miroir du coup dirigeant d'entreprise et grâce à Robert et du coup et les étapes que Robert a traversées avec TDLEC et aussi du coup la vision finalement du banquier dans ces étapes de vie. Je crois qu'on en a clôturé sur la partie conférence inaugurale. S'il y a des questions. Toujours est-il que de toute façon, l'idée, c'était voilà, comme c'était indiqué, c'était une conférence inaugurale pour démarrer le partenariat Société Générale SPN. Rita, tu me dis si tu es d'accord. L'idée, c'est aussi après, derrière, de pouvoir mettre en place des ateliers un peu plus ciblés qu'on va identifier ensemble pour pouvoir après, en fonction des besoins et en fonction de l'actualité et puis de ce qu'on peut aussi proposer, de pouvoir proposer des ateliers constructifs avec les adhérents du SPN sur des thèmes dédiés. On en a quelques idées, je crois, mais ce sera bien de pouvoir un petit peu aller les concrétiser. Exactement, merci Julie. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, comme ça, on va pouvoir cibler plus facilement les problématiques que vous pourriez avoir pour les traiter un peu plus profondément les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas. Et puis, même si il n'y en a pas qui vous viennent tout de suite, vous avez mon mail. Je peux vous partager les mails de Julie, Mathieu et Mayalène pour revenir vers eux si vous avez un peu plus. Et de Robert, je pense qu'il est d'accord pour répondre à vos questions également. Bien sûr. Donc ouais, n'hésitez pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a plus de questions que ça. Je pense que vous avez été très clair. Et ben, merci à tous pour cette matinée. Merci à Robert. Merci Merci Robert, à vous. merci Mathieu, merci Julie, merci Mayalène. Et puis à très vite, du coup. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Très bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.